Salut, c'est Alice et bienvenue sur Voca Musique. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis chanteuse professionnelle depuis plus de 15 ans. Et avec Voca Musique, j'ai la volonté de t'apprendre à chanter en dépassant tes limites pour connaître ta voix et passer au niveau supérieur. Aujourd'hui, je te propose un tout nouveau format. Depuis que j'ai commencé le métier de chanteuse, j'ai eu la chance de côtoyer énormément d'artistes de talent. Je me suis dit que ce serait dommage de ne pas t'en faire profiter à travers une série d'interviews. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec notre tout premier invité, j'ai nommé Laurent Ban. J'ai chanté avec lui plusieurs fois dans des spectacles et depuis toutes ces années, j'ai eu la chance d'assister à son évolution. Dans cette interview, Laurent va nous livrer sa vision du métier, ses anecdotes et ce qu'il y a d'important pour toujours progresser selon lui. Il va nous révéler aussi comment la scène l'a fait grandir. Ce que j'ai le plus aimé dans ce moment passé avec lui, c'est sa bienveillance et sa transparence. Allez, je t'en dis pas plus. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de nous soutenir en cliquant sur le petit pouce bleu. Bonne vidéo. Salut Laurent. Bonjour Alice. Je vais t'appeler Alice aujourd'hui. Je t'appellerai pas Chouchouya. Je vais faire attention à mes mots. Tu m'appelles comme tu veux. En tout cas, moi, je suis honorée de t'avoir en première artiste pour cette interview. Et Le premier? oui, Waouh! Ok. Ah non, c'est moi qui suis honoré alors. Merci oui. beaucoup. Bah, écoute, j'espère que tu vas passer un bon moment. Et j'ai hâte que les personnes qui nous regardent connaissent ton parcours, qui tu es, parce que tu as quand même une carrière conséquente. Bah, non, un grand âge maintenant. Eh oui, ça fait longtemps. Bah, Alors, écoute, moi tout. alors justement, je vais te demander de te présenter en quelques mots, quelques minutes. Alors, écoute, donc Laurent Ban, je suis comédien-chanteur depuis plus de 30 ans maintenant. Euh, j'ai une formation de conservatoire de comédien. Et d'acteur studio. Et parallèlement à ça, je me suis formé un peu sur le tas en chant. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé à une époque, au moment pile de la grande, comment dire, la grande messe de la comédie musicale, avec juste après l'arrivée de Notre-Dame de Paris, à Paris justement. Et de là, je suis entré dans le milieu parisien d'abord, et puis ensuite je suis parti à l'étranger. Et ça fait 15 ans maintenant que j'alterne entre France, Italie, Asie, Corée, Chine, Russie aussi. Et voilà, un petit peu le Canada. Enfin, voilà, en tout cas, je pars un peu partout là, avec ce type de spectacle. Et ce qui me permet de faire une carrière à la fois de chanteur de comédie musicale, mais aussi d'une carrière solo dans certains pays où voilà, je fais des concerts, des albums sur place. C'est assez drôle d'ailleurs de faire ça, ce qui n'est pas vraiment mon but premier au départ. Mais bon, j'en profite, et voilà, et donc il y a un exotisme à la française qui marche bien à l'étranger, et qui permet de bien tourner quand on a un artiste français. Et après, en termes de parcours, il y a des choses, bah, voilà, j'ai fait Notre-Dame de Paris, j'avais repris le rôle en 2001 de Pelletier puis de Fiori à l'époque. Il y a eu Le Petit Prince de Richard Cocciante, il y a eu Le Fantôme de l'Opéra, la voix française, où j'avais été enregistré à Londres avec l'équipe d'Andrew Lloyd Webber pour le film. Zorro, Folie Bergère, Hair aussi, plusieurs versions. Priscilla Folle du désert, Casino de Paris, qui a bien marché il y a quelques années. Un Et rôle sinon, de un rôle de composition, pour le coup, oui, bah, les trois quarts, c'est des rôles de composition. C'est souvent, soit je fais des sadiques, des fous furieux, des serial killers. Et là, en l'occurrence, sur Priscilla, ouais, c'était. Alors, c'est à la fois composition et pas vraiment, puisque c'est le rôle d'un papa, parce que oui. j'en étais deux juste avant. Mais en effet, c'est un papa gay. Je suis moins gay que le personnage. Donc voilà. Et depuis quelques années, en effet, je reprends des rôles, notamment Salieri dans Mozart l'Opéra Rock, ou je viens de faire Frollo là, pendant quelques mois en Asie. Voilà, c'est un petit peu résumé vite fait. Voilà, il y a un petit peu de cinéma, un petit peu de série télé, un petit peu de tout ça, de théâtre pur, et voilà. Super! Rien que ça. Et du coup, tu as déjà totalisé le nombre de spectacles musicaux que tu as fait depuis le début? Alors, je sais pas, je sais que j'ai fait une cinquantaine de rôles depuis le début, différents domaines. Alors voilà, donc c'est vrai que c'est pas que de la comédie musicale, mais c'est vrai que ça fait un bail maintenant, des belles interprétations, des beaux rôles que j'ai eu la chance de pouvoir interpréter, quoi. OK.
Eh ben, c'est très inspirant parce que quand même, tu es arrivé au moment où l'ère de la comédie musicale est arrivée en France et tu as pu Mmh. non seulement, poursuivre ta carrière, en France, mais aussi, en Asie. Ouais, Comme quoi, ouais. il faut, avoir des rêves, des grands rêves pour Écoute, pouvoir moi, tu sais, mais mon rêve premier, c'était de bosser avec Plamondon parce que j'étais fan de Starmania. C'est ce qui m'a donné d'ailleurs envie de chanter à 17 ans. oh waouh! Et j'étais, fan de Andrew Lloyd Webber pour, tout ce qui était anglo-saxon, avec notamment Jesus Christ Superstar, et j'ai eu l'occasion de bosser avec les 2 en 2005. C'est-à-dire que en 2005, j'avais terminé mes rêves, tu vois? Le rêve de travailler un jour avec ces gens-là. Donc une fois que j'ai bossé avec Andrew Lloyd Webber, une fois que j'ai bossé avec Plamondon sur Notre-Dame de Paris, c'était que du bonus. Donc depuis, c'est que du bonus, et comme j'ai pas de plan de carrière vraiment précis, prévu, enfin je fais un peu selon les impulsions, selon les envies et les propositions qui sont intéressantes ou pas, et les challenges, bah, du coup, l'étranger est venu naturellement, et je continue tant qu'on a besoin de moi et qu'on a envie de moi, en fait. Voilà. Je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Mais Ouais. justement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être chanteur? Alors moi, c'est un accident pur. Au début, je suis graphiste, j'étais peintre, j'ai études d'art plastique, j'allais entrer aux beaux-arts, et en fait, j'ai fait un spectacle de fin d'année au lycée en passant mon bac, et j'ai chanté donc, on trouvait pas de chanteur dans le lycée, donc la personne avec qui je bossais m'a dit: «Écoute, tu qu'à essayer de pousser la chansonnette». Et moi, je disais: «Mais moi, je ne sais pas chanter, à part, chanter, Starmania ou chanter Au clair de la lune». Pour moi, c'était aussi difficile, tu vois? Donc du coup, je me suis mis à chanter des morceaux comme le SOS du Taille en détresse. Alors ça, là, c'est en pleine actualité puisqu'on est en plein dedans avec Starmania, le grand retour. Mais à l'époque, il faut se dire que c'était pas aussi connu, c'était dans les années 90, et donc voilà, je chante le SOS, je chante Quand on arrive en ville, je chante, le blues du businessman, et en fait, Que des c'était, chansons faciles, quoi, hein? oui, mais alors, ce drôle, c'est que, morphologiquement, je pouvais les faire, donc je me suis pas posé la question de me dire si c'était difficile ou pas. C'est juste que j'avais les notes, je dis: «Bon, bah, OK, ça passe et tout». Mmh. Et là, il y avait un mec qui cherchait un chanteur dans le coin, qui est dans la région Lorraine, et donc il m'a dit: «Tu veux faire ça pendant quelques mois, te faire un peu d'argent de poche?» Et puis finalement, bah, j'ai dit, «OK» pour les vacances, et j'ai vraiment complètement bifurqué. J'ai vécu une telle émotion, une telle adrénaline, une telle dose de c'est une drogue, hein, en fait, la Ouais. scène, hein. Je mets les pieds dessus, et là, je me suis dit: «Je veux vivre ça». C'est-à-dire que quand tu peins, tu es seul face à toi-même, tu passes des nuits blanches, tu vois? Tu es dans un travail, un travail intérieur que tu peux enfin partager au moment de l'exposition. Alors que là, sur scène, tu envoies un message direct, sur scène, et le public te le renvoie direct, et ça, Mmh. c'est magnifique. Un partage qui est tellement fort que je me suis dit: «Je veux vivre ça le plus loin, le plus fort et le plus loin possible», et voilà. Et c'est quand même marrant parce que ce que tu connaissais de toi, c'était, en tant qu'artiste, peintre, Ouais. et souvent, ce qu'on dit de ces artistes-là, c'est qu'ils sont seuls, ils sont assez solitaires et tout. Et finalement, tu as quand même une carrière où, tu intègres des troupes Ouais. et tu as peut-être découvert ce côté-là de ta personnalité où finalement tu es Mmh. aussi bien seul qu'entouré? Alors je pense que la scène est un exutoire pour beaucoup d'artistes d'ailleurs, hein, c'est une façon de s'exprimer. Moi personnellement, j'étais très timide, j'avais eu une enfance assez compliquée, assez difficile, et la scène et l'art a été une manière de m'exprimer alors que je pouvais pas le faire de manière, basique par la parole. Donc à la fois par le dessin, par la peinture, par la sculpture, mais aussi par le chant. Tu exprimes des choses que tu n'arriverais pas à dire forcément, à quelqu'un, tu vois? Et d'ailleurs, c'est aussi paradoxal parce que tu es face à un public que tu ne connais pas, face à des milliers de gens, hein. Des fois, on fait des salles de 10 000, 20 000 personnes, mais finalement, c'est très, comment dire? C'est très solitaire parce que tu ne vois pas les gens. Tu ne vois pas, tu es face à un ensemble de visages qui te Mmh. regardent, murs Ouais. de visages, mais finalement, tu t'exprimes quelque part, c'est comme s'il y avait une personne en face de toi, et c'est vrai que dans un petit groupe, par exemple, un petit comité où il y a 20 personnes, c'est plus compliqué, c'est plus difficile de s'exprimer, tu vois? Ah oui, parce que tu vois leur réaction, à chaud, Ah, ouais. voilà, mais en même temps, pour moi, ça a été en tout cas, libérateur. Ça a été quelque chose qui m'a sorti complètement de la torpeur, de mon enfance, et qui m'a permis vraiment de vivre une vie finalement, en effet, avec beaucoup de rencontres, beaucoup de gens, c'est plus facile de s'exprimer par l'art, par le chant,
les gens viennent te voir ensuite. Enfin, il y a des contacts qui se font plus facilement et les collègues aussi. On est tous. Ouais. Ah mais c'est sûr que l'échange avec le public ou parfois avec, les copains chanteurs des troupes, il y a quelque chose de, c'est ouais, un exutoire, c'est carrément, thérapeutique, hein, Et on peut complètement. dire ça. C'est vrai, il y a un côté qui passe par là. Et c'est pareil, tu vois, il y a une forme d'ego, parce il faut en avoir de l'ego. C'est pas Mmh. forcément négatif de dire ça, parce qu'on a souvent tendance à dire oui, oh là là, quel ego, de manière péjorative. Mais en fait, non, il y a le bon ego et le mauvais ego. C'est-à-dire que Exactement. tu as celui où tu te pètes un peu, tu prends un peu la tête en disant je suis le meilleur du monde. Et il y a celui qui se dit je suis capable de pouvoir être face à un public, sur une scène, seul, et chanter une chanson extrêmement difficile, tu vois. Ne serait-ce que réussir à faire ça, c'est un challenge que tu te proposes à toi-même. Mmh. Et le réussir, ça veut dire que tu vas réussir à vaincre des limites, tu vois, sortir de ta zone de confort et aller plus loin, quoi. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse, ce qui m'excite, toujours aller au-delà des Ah oui. limites qu'on s'impose. Ah non, mais de toute façon, c'est bon d'avoir, de l'ego, que ce soit pour le chant sur scène ou dans la vie. Parce que ne serait-ce que prendre la parole, il faut quand même être, avoir une certaine confiance, être sûr de Hein. ce qu'on dit à ce moment-là et puis et accepter d'être écouté, de qu'on nous contredise, qu'on n'aime pas, d'être jugé quoi, en fait, C'est ça, c'est un jugement qui, quoi qu'il mmh, arrive, il faut toujours garder le respect, en tête. C'est-à-dire que tu peux avoir un ego, mais toujours respecter, en tout cas, moi, c'est une chose qui est importante pour moi, c'est de respecter à la fois ses collègues et respecter aussi un public, c'est-à-dire de travailler dur pour obtenir un beau résultat. Si c'est pour faire de la daube mmh, et sur scène et faire de la merde en disant: «Moi, je m'en fous, moi, je suis chanteur, ouais. ça m'intéresse Ouais, pas, quoi». mais justement, en fait, comme le chant, la danse, c'est du divertissement et de l'autre côté, quand on est, dans le public, on a l'impression qu'il y a plus de notion de plaisir. Mais en fait, Mmh. derrière tout ça, c'est du travail, c'est du stress, Oui. des remises en Ah oui, question. oui, Mmh. c'est ça. Tout le petit truc, c'est de réussir à Mmh. convertir le stress qu'on a, nous, sur scène, qui peut te faire perdre la voix, perdre tous les moyens, de le convertir en stress positif, qui est celui qui va t'emmener à aller plus loin, justement, à te sortir de tes limites. Mmh. D'ailleurs, Mais quand on apprend des rôles comme, toi, j'ai fait partie de Mistinguett, où il fallait apprendre faire des claquettes, ou Zorro, faire de l'escrime avec des 2 mains, hein. C'est des choses qui sont extrêmement compliquées à apprendre de manière générale, mais là, on sait qu'on a un but, il faut l'apprendre pour telle date, pour une période donnée, et tu réussis à devenir quelqu'un d'autre pendant ce temps-là, et ça, c'est formidable, tu vois? C'est aller au-delà, encore une fois, de toutes les choses que tu pensais ne pas pouvoir faire forcément. très bien, très bien. Je voulais savoir, est-ce que, tu as une routine ou un rituel, que tu fais, au lever ou avant de dormir? Alors, dans mon domaine, en tout cas du musical, c'est un peu comme un marathon. C'est vraiment, on est des sportifs de haut niveau, on est obligé d'avoir comment dire, une hygiène de vie assez rude, parce que quand tu te tapes, entre 7 et 9 shows par semaine, et souvent c'est des répertoires qui sont compliqués, tu vois? Des Notre-Dame de Paris, j'ai fait même une version d'Hamlet où c'était que du bel canto pendant 2 heures et demie. Oui. Il faut que la tous les jours, et parfois tu as 2 shows par jour, voire 3 des fois. Et donc tu peux pas faire la fiesta tous les soirs. Tu peux pas, voilà, te défoncer la tronche et arriver sur scène et dire: «C'est bon, je fais le job». Il y en a qui peuvent, je sais pas comment ils font, Attends, mais pardon, en tout c'est cas, juste mon chat qui essaie de hein? monter sur l'ordi. Ah, 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 oh! Parce que Oh, c'est mon chat qui est, ensorcelé par ta voix et qui vient, se frotter à mon ordinateur. qu'est-ce qu'il raconte? Oui, pardon. Non, mais voilà, donc ouais, tu as un vrai entraînement physique, quoi. En tout cas, moi, je sais que, voilà, bon, bah, on évite toutes les fiestas, on évite, tout ce qui est alcoolisé, on évite, et puis après il y a un travail, enfin moi en tout cas, sportivement, je fais régulièrement un entretien physique pour être vraiment, d'un point de vue cardio en tout cas, être capable de faire un job tous les soirs, 2 heures et demie à fond sur scène. Mmh. Bah, bien sûr, Et parce que tu sollicites ton diaphragme, pour, chanter et ah surtout oui, pour les oui, chansons techniques que tu fais. Donc le cardio, franchement, c'est primordial. Mmh. tu pas juste face à un micro en train de chanter à un public, tu cours à droite à gauche, Mmh. des fois tu fais assis, tu fais des bastons, tu fais Ouais. de la danse, en fait, il faut être, dessus. Après, bon, c'est vrai qu'avec le temps, j'ai arrêté les vocalises, toutes les choses un petit peu, on va dire, théoriques, qui fonctionnaient au départ, mais
j'ai réussi à les faire remplacer, à les remplacer par des choses qui vont bien avec ma voix, avec mon type de physique et qui m'évitent de passer trop de temps de préparation. C'est vrai que je vais direct à l'essentiel et avec l'expérience, tu l'acquiers en fait. Et au niveau justement de l'hygiène de vie, est-ce qu'il y a, alors tu as dit que tu buvais pas, que tu fumes pas? Tu l'as pas dit, mais je sais que tu ne fumes pas. Non, non, oui, Heu parce que j'ai eu l'occasion, j'ai essayé à 13 ans, puis j'ai jeté la clope en 30 secondes, je ne supportais pas. et qu'en est-il de tes heures de sommeil? Est-ce que parce que comme tu travailles entre la France et l'Asie, comment tu gères ça? Parce que c'est hyper important pour chanter quand même. Ah bah, donc de toute façon, là, regarde, là, je pars dans 3 jours pour la Corée et il y a 8 heures, 7 heures, 8 heures de décalage. Tu n'as pas le choix, en fait. J'ai besoin d'avoir un certain nombre d'heures, en effet, de sommeil. C'est que par là, de toute façon, que tu récupères. Mmh. Euh, Bah, voilà, le corps, c'est pareil, c'est une sorte d'habitude du corps, en fait. C'est assez musculaire, tout ça. Et c'est vrai et d'ailleurs, heureusement, là, tout ce qui est rapport au chant est essentiellement musculaire. Donc, tu dois vraiment travailler en repos et en stretching surtout. Ah, Donc, même quand tu dors pas des masses, tu sais que voilà, je sais que j'ai un horaire précis où il faut que j'interprète un titre ou faire un spectacle. Je sais que j'ai mmh. tant d'heures pour arriver au moment pile pour que la voix soit à son top. Puis après, tu essaies de récupérer comme tu peux des petites siestes Ouais. récupératives, De récupération? de récupération, voilà, dès que tu peux. Mais c'est ouais, non, c'est compliqué. Ah donc Puis tu planifies tes siestes en fonction de tes performances? je sais, alors c'est pas des siestes, je sais que par exemple, si je chante à 19 heures, en sachant que tu enlèves donc tu enlèves 7 heures au truc, donc c'est midi, ça veut dire que en gros, moi, la voix, elle est chaude au bout entre 4 et 6 heures. Donc Ah je oui, quand sais que même. Mmh. enfin, en tout cas, je peux faire vraiment, voilà, je suis allé au taquet à ce moment-là, donc je sais que j'ai une préparation douce pendant ces heures-là où je vais commencer à faire un peu de footing, un petit peu, tu vois, chauffer le corps sportivement, on va dire, pour qu'il soit chaud et que tout ça se mette en place pour arriver à l'heure dite en forme, quoi. Mais par exemple, tu vois, je vais passer, au lieu de passer 1 heure et demie à faire des vocalises, je vais courir 20 minutes. Et c'est pareil, pour moi, c'est exactement la même chose. À l'arrivée, la voix est aussi chaude. Donc, D'accord. voilà. OK. Donc chauffer le corps pour chauffer la voix, Moi, c'est je favorise tout le temps. Quand je donne des cours, ça m'est arrivé. Je dis à chaque fois, tu montes l'escalier en venant, tu dis, oh, ah oui. petite foule. Et dès que tu arrives, déjà, ta voix est, Ouais. tout est ouvert. Les voix aériennes sont Ah bah bien oui, préparées. tout est lié, hein, parce qu'on chante pas qu'avec les cordes vocales, hein, on sollicite, les muscles de son corps et Ah oui, tout. oui, Mmh. bien sûr. OK, très bien. Et Voilà. j'aimerais savoir si, tu voudrais bien, nous partager une anecdote que tu as vécue, bah, durant, tous tes spectacles, qui t'a marquée. Alors, bonne pour commencer? Ouais. Bah, j'en ai des milliards dans le sens où à chaque fois, tu sais ce que je dis à chaque fois, on me demande quel show tu préfères. En fait, ce genre de spectacle, il peut durer entre 2 3 mois et voire 2 ans, voire 5 ans, bon, c'est Mmh. possible. Ça fait partie vraiment de notre vie, en fait. Et donc c'est vrai Ouais, que quand je me rappelle un spectacle, bon ou mauvais, tout de suite, ça me met l'accent sur oui. un moment de ma vie. Donc, tu OK, vois, il y alors a sinon, pardon, alors je reformule. oui, Est-ce que tu voudrais nous partager une anecdote, qui est, la plus drôle? ah bah, la plus drôle, c'est, celle où j'ai failli mourir. Enfin, j'ai failli mourir plusieurs fois, mais Pardon? une notamment, j'étais bon, c'est la première à Taïwan, à Taipei en 2005, je crois, où en fait je faisais Phébus et donc je devais courir, tu sais, sur Déchiré, je déchiré, Mmh. bananana, et tu cours à droite à gauche, jardin de cours, pendant 3 minutes, tout en chantant ta chanson. Et en fait, on venait de faire 3 mois à Séoul, où j'avais l'habitude d'une certaine dimension de scène, et donc, je savais exactement, mon corps savait la distance qu'il fallait parcourir. Sauf que Ouais, là, il n'y avait pas eu les petites lumières devant en général, qui limitent le bord de scène. Et donc, tu as un spot en pleine figure, tu as une poursuite, donc tu vois rien. Tu avais 20 000 personnes en face.
Et tu arrives et je chante déchiré, ba, 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 ba. Je commence à courir, droite, gauche, droite, poum. Et là, je tombe dans le vide. C'est-à-dire que je tombe de scène, il y avait 2 mètres de haut. Et mais comme une mierda, je m'éclate en plein milieu de la chanson. Donc, t'as le mec à la poursuite qui dit putain, mais il est où, bordel, il est où? T'entends oh dans la salle, 20 000 personnes qui crient, enfin qui font oh. Et là, je me retrouve par terre. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Avec mes 2 boîtiers dans les mains, parce que micro et audio, puisque j'ai arraché, j'ai déchiré pour le coup mes fringues. Et donc, je me retrouve devant, et ça commence à larcener à tour de bras. Je ressaute sur scène. Je finis les titres avec mes 2 boîtiers dans les mains et puis complètement défoncé. Je sors de scène, ça enchaîne avec Ben, parce que t'as pas le temps donc, Au niveau on enlève cardio? la chemise, demain, reviens avec le truc dans les mains, et et là, je finis le titre, je sors de scène et là, tu as le toubib qui vient me chercher, qui me dit: «Viens avec moi tout de suite». Il enlève la cotte de maille et là, j'étais en sang. C'est-à-dire qu'en fait, l'adrénaline aidant, j'ai rien senti, mais je suis tombé sans le savoir sur une barre en ferraille qui était en bas où il y avait toute la traduction, tu sais, sur deux piliers comme ça, et je suis tombé sur la barre. Ça a pas réussi à rentrer, ça a tapé sur une côte et on voit carrément le dessin. Ça faisait et en fait, tout ça en 2 secondes. Donc ça a fait clac, ça a pas réussi à passer, donc ça m'a arraché tout le dos Mmh. et je suis tombé comme une merde par terre. Et en fait, bah, c'est juste que il m'a dit, 1 centimètre d'à côté, j'étais empalé, pour la première de Notre-Dame de Paris à Taipei. Alors ça aurait fait une super promo, une super pub, hein, évidemment. Mais je suis passé à côté d'un truc, assez gore. Tu serais même Heu, pas mort sur scène, tu serais mort à côté. ouais, mais l'esprit, je me dis Dalida aurait été déçue de toi. je pense que Dalida à ce moment-là, c'est ma première pensée, fut pour elle. Et donc voilà, donc ça c'était assez drôle parce que, après c'était assez drôle de se dire que là, ça aurait pu vraiment, finir Ah une ouais. carrière, enfin finir, c'était le début, et Oui, je c'est me serais ça. fait empaler devant tout un public comme ça en chantant Déchiré, quoi. Et ça c'est la partie drôle, l'anecdote. Et Drôle, l'autre moins c'est drôle parce que mmh, pas mort. ouais. Ouais. Voilà. Et sinon, après il y en a plein d'autres, tu vois? Il y a des j'ai joué avec des collègues qui envoyaient des boules de ping-pong avec, enfin il y a plein de trucs qui étaient j'ai vécu des choses assez drôles à voir et à regarder, qui m'ont fait vibrer. Et après, tu as des choses dramatiques, tu vois? Par exemple, bon, c'est là, pour le coup, c'est des choses très personnelles, mais c'est vrai que j'ai eu des petits bébés et malheureusement, on a perdu une petite fille, il y a 9 ans. Et 1 mois plus tard, je devais être sur scène, tu vois? Donc c'est Mmh. pareil dans notre on fait. Est-ce qu'on dit: «Stop, j'arrête tout et puis je peux pas le faire» ou on y va et puis advienne que pourra, show must go on comme disait l'autre. Et là, du coup, je me rappelle, j'ai dû partir à Florence faire un mois après, faire un spectacle, en italien, devant un public italien. J'étais le seul Français de l'équipe, j'étais le premier rôle, je jouais le rôle d'Hamlet et avec une histoire terrible. Je veux dire, c'est vraiment Shakespeare dans toute sa splendeur. Et je me disais: «Mais je ne peux pas le faire». C'est-à-dire que chaque jour que je me levais, je me disais: «Je ne peux pas faire ce spectacle, je ne pourrai jamais chanter un Mmh. mois plus tard ce spectacle». En plus avec des textes en italien, à n'en plus finir. Mmh. Finalement, c'est ce qui m'a sorti de cette espèce de justement de tristesse. C'est que le fait d'être obligé d'être sur scène, le fait d'être obligé, tout à l'heure on parlait de ça, en disant que c'était une thérapie. Pour moi, ça a été une sorte de guérison parce que Ouais. bon, on répétait tous les soirs en pleine nuit, je faisais des nuits blanches, je hurlais à la nuit. On répétait dans la campagne. Enfin, c'était un truc atroce. Mais en même temps, heu, en jouant le personnage, pour moi, ça a été quelque chose qui m'a déjà que je m'en suis servi, ça a nourri le personnage et c'était quelque chose de ça reste du coup un souvenir exceptionnel. Mmh. Alors, toi, c'est quelque chose d'extrêmement dramatique, mais ça Ça t'a permis voilà. de transformer, ta peine, ta douleur en force pour défendre le rôle. Ça, c'est ce que je dis, c'est que vraiment quand tu vis réellement ce métier, tu ne peux pas te comparer à quelqu'un qui rentre chez lui le soir après bosser, qui pose ses affaires et puis qui vit sa vie et puis qui le lendemain il retourne au bureau et ça. Nous, c'est pas le cas, c'est qu'on on s'arrête jamais. Il y a pas enfin moi en tout cas, j'ai pas de frontières, tu vois? Mmh. Il y a pas un moment où j'arrête de bosser, c'est toujours, lié à cet art, tu vois? Donc c'est pour ça que c'est étroitement,
intégré à chaque événement de ma vie, en fait. Ah bah oui. La Non, mais la scè après on commence à le savoir quand les acteurs, par exemple, qui jouent, un rôle, dur, qui tiennent, des rôles, difficiles dans des films, même Ouais, quand après le tournage, ils sont encore, ils se font oui, suivre. bah, notamment, un mec comme Heath Ledger là sur Batman à l'époque, il parlait de ça, Mmh. bon il est mort peu après, mais il arrivait pas à sortir de ça. Après, attention parce que, bon, ayant fait, l'acteur studio, on est censé contrôler toujours, on est censé ne Oui. jamais devenir le personnage. Si on joue des tueurs en série, on peut devenir complètement Oui, mais on fou. cherche nos limites quand même. On cherche, on la Ça, connaît pas vraiment. c'est que tu penses que tu vas pouvoir contrôler et puis à un moment donné, tu peux plus, quoi. C'est-à-dire que Ouais. quand tu le vis, j'ai d'autres événements comme ça, notamment avec, alors je me retrouvais un petit peu, j'ai perdu mon père aussi quand je faisais Zorro. Et je comprenais pas pourquoi je me sentais mal tous les soirs, et parce que je vivais à travers l'histoire du spectacle le décès de mon père tous les soirs, et j'ai compris ça au bout de plusieurs mois, tu vois. Mais au départ, tu sais pas pourquoi, tu es là, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tu comprends que l'histoire que tu interprètes tous les soirs avec un père fictif, mais qui raconte une histoire, fait écho à ta propre vie. Mmh. Du coup, tu es beaucoup plus un peu impliqué, imprégné par ce que tu es en train de faire, que juste être sur scène et puis Ah chanter deux oui. trois chansons. En fait, tu joues plus, tu as plus qu'à être, vu que ce sont tes propres émotions. Ça, c'est le secret. Mmh. Il faut réussir à faire ça. J'avais eu un professeur justement, un acteur studio, Jack Waltzer. C'est un mec qui était en cours avec Marlon Brando à l'époque, donc 90 ans, le gars, mais encore toute sa tête. Super prof d'acteur studio qui me disait, on passait des castings pour réussir à prendre des cours avec lui. Mmh. Et je fais une scène extrêmement compliquée, un truc avec justement d'un tueur en série, Zuko. Euh, et après, au bout d'une demi-heure, enfin de 10 minutes, il me regarde, il fait tu joues bien, tu joues très bien, hein, mais tu joues. Et là, il m'a tué. Ah Il m'a dit mince! tu joues. Et en fait, c'est pas ça. Moi, je veux que tu sois, tu dois être. C'est le fameux ne joue pas, sois. Et c'est vrai que quelque part, bah, c'est pas évident parce qu'on a tendance, et c'est ce que j'ai appris au conservatoire, en fait, qui était un peu en opposition avec cette méthode, c'est c'est qu'on est censé être, en fait. Les gens ne sont pas censés du tout voir les intonations typiques genre je joue, je suis comédien, donc je fais le comédien. Et Mmh. c'est ça, toute la nuance et la subtilité. Mais en même temps, voilà, c'est peut-être parce que je suis pas assez bon aussi, donc du coup, ça se voit trop, mais en fait, en tout cas, ça m'a beaucoup fait avancer dans mon travail. Et c'est vrai que je m'implique d'autant plus maintenant, même dans le chant, à être le plus naturel possible. Tu vois, c'est comme Mmh. quand on chante, les gens qui vont parler et qui vont, dès qu'ils commencent à chanter, oh, je change de voix, je deviens quelqu'un d'autre. Pour moi, il y a pas de différence. En fait, c'est comme si tu continuais Mmh. ton, ton langage parlé pur avec le chant qui arrive derrière. Mmh. Et on ne faut pas se cacher, sinon on se cache derrière des artifices, tu vois. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr qu'on surtout pour, les gens qui débutent dans le chant ou dans l'acting, il y Ouais, a ce côté volontaire de démontrer et déjà ouais, de montrer à eux oui, pour se sentir légitime et ensuite, oui, d'amplifier, l'effort et oui, qui va se voir et c'est là où, bah, on joue ou on, surjoue plutôt que oui. d'être. Ouais, ouais. Oui, et puis il y a plein de choses. Il y a tes références à toi, il y a des acteurs ou des comédiens ou des chanteurs que tu adores, donc il y a toujours un petit côté mimétisme qui Bah, oui. s'installe. Il y a aussi ce que ton professeur va te demander de faire, qui lui va mettre aussi à l'intérieur sa façon à lui de voir les choses. Mmh. Finalement, la clé, elle est dans celle de réussir à faire une sorte de mix de tout ça, Mmh. et au final, de donner sa propre version sans suivre aucune espèce voilà, de mimétisme, quel qu'il soit. Et c'est pas évident, tu vois? Moi, à mon époque, par exemple, on n'avait pas d'école de comédie musicale. On n'avait pas de lieu où on pouvait apprendre le chant, la comédie, la danse, et cetera. Il fallait qu'on trouve soi-même les cours qui nous intéressaient. Donc moi, je suis parti partout dans le monde
pour aller voir la technique du belting aux États-Unis, la technique du bel canto en Italie, le falsetto. Enfin voilà, à chaque fois, j'ai voulu avoir le spécialiste de la saturation, pareil, avec une vieille dame qui donnait des cours à l'époque à des gros chanteurs de hard rock. C'était Ah drôle. ouais! Et voilà. Et tu vois, pareil, quand j'ai fait le casting de Zorro, il fallait faire de l'escrime pendant l'audition, en plus de danser le flamenco, etc. Et j'ai été voir un maître d'armes que je connaissais. Je lui ai dit, je veux, euh, tu me dis le temps qu'il faut, le nombre d'heures par jour, mais je veux que dans un mois, le jour du casting, je fasse de l'escrime comme si j'en faisais depuis que j'ai 4 ans, tu vois. Et je me suis fait chier 4 heures par jour. J'avais des tendinites partout, clac, clac. Ah Mais je ouais? voulais que le jour, clac, 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 clac. Et c'est une façon de faire qui est ma façon de faire, d'aller vraiment au bout voilà, d'aller voir le spécialiste et d'essayer Mmh. d'avoir le meilleur, quoi. Ouais, c'est un peu comme des sortes de stages intensifs, au lieu d'apprendre ça en 10 ans, tu te donnes une deadline et c'est aussi ça l'adrénaline, c'est le challenge, qui C'est fait ça. que qui nous motive en fait. Mmh. Oui, c'est ça. Et puis il y a un côté fou dans l'histoire. Il y a un côté un petit peu inconscient. Donc, on est sur scène, on est devant des gens qu'on ne connaît pas. Des fois, un nombre incroyable de gens qui te regardent. Tu as un spot sur toi et tu dois être super efficace. Tu dois être Ouais, extrêmement. Voilà, tu dois donner le meilleur pour que le mec en face fasse waouh. Et ne ouais. doit même pas imaginer qu'il regarde un spectacle. Il doit être pris complètement à Mmh. l'intérieur. Il faut qu'il y ait un vrai travail préalable Mmh. et une victoire sur toi-même, tu vois. Et des fois, l'inconscience. Moi, je sais que quand j'ai fait mon premier casting avec Alfredo Arias, c'était en 99, c'était un mec, donc un Argentin, qui on donne 1 million par an d'euros pour créer un spectacle subventionné. Et donc, il cherchait des comédiens qui parlaient l'italien couramment. Et je parlais pas un mot d'italien, mais j'ai dit, allez, m'en fous, j'y vais. J'y suis allé en phonétique et tout. Sauf que le premier jour du spectacle, donc j'ai été pris. Sauf que le premier jour de répétition, buongiorno a tutti, andiamo alla pianoforte, blablabla. Et il parle en italien, et tout le monde parle italien, et moi je comprends pas un mot. Donc j'ai dû apprendre tous les matins. L'entourloupe. Je me suis auto-niqué dans l'histoire. Je me suis retrouvé à pas comprendre, et ils ont compris que je ne comprenais pas. Et donc j'ai dû apprendre l'italien tous les matins de 8 heures à midi, avec des cours accélérés, et l'après-midi je répétais. Donc tu as une tête comme ça, mais à l'arrivée, bah, tu parles italien, tu vois, et Ah après bah tu peux oui. bosser. C'est ça, c'est la folie aussi de ce métier, c'est on devient d'autres personnes, et puis on va encore une fois au-delà de sa zone de confort. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, c'est, bravo, bravo pour tous ces stages intensifs et de relever le défi à chaque fois en tout cas. Écoute, j'ai essayé, en tout cas, pour le temps imparti, il faut qu'on soit efficace à un moment donné. Après, Mmh. Ouais, ouais. les claquettes, je peux en faire. Je sais faire la chorégraphie que j'ai apprise, mais tu fais l'illusion, tu vois? Les gens se disent: «Ouh là Oui, là», voilà, oui, c'est ça le but. C'est de ça. convaincre. Il y a même pas de question à se poser. La personne en face doit se dire: «Bah oui, je vois un mec qui fait des claquettes depuis toujours, Ouais un mec qui crie depuis toujours, un mec qui chante depuis toujours», voilà. et c'est aussi ça la magie du spectacle. C'est Bien sûr. que, on laisse, les gens, imaginer ce qu'ils veulent, voir, tous les artifices qu'il y a, mais Mmh. derrière, les coulisses, Ah bah oui, bien c'est toi sûr, c'est tout un art de bien sûr. cacher toutes ces difficultés, de les assumer, de les présenter et tout. Mmh. Tout doit paraître simple. Plus c'est Mmh. simple, plus tu te dis: «Ah là», mais quand tu essaies de le faire après, tu fais: «Ah ouais, quand même, c'est compliqué». Mais Ouais. pour eux, ils doivent être dans l'histoire, ils doivent pas du tout sortir de l'histoire. Mmh. Ils doivent avoir un récit, et c'est à nous de le faire, et c'est pour Ouais. ça que la travail, elle n'est pas que sur scène, elle est dans la préparation, dans les années de préparation avant, quoi. Mmh. C'est ce qui compte. OK. Alors j'ai des petites questions, Oui, alors ça elles sont assez courtes, hein, donc on va essayer de, tu sais, garder un tempo un peu, d'accord, tu je vois? réponds vite, OK? Non, mais d'accord. là, c'était normal, il fallait que tu développes tes anecdotes et tout ça. Mais par exemple, quels sont les artistes qui t'inspirent? Alors, OK, alors les artistes, moi, au départ, j'adorais Pelletier, j'adorais, des mecs comme, Ramin Karimlo, c'était des Ah oui. noms, pour moi. Et puis après, voilà, après, c'est surtout des metteurs en scène. Mais moi, j'adore la musique, et les musiques de films, surtout, essentiellement. Donc Ah des oui. mecs comme Zimmer, comme, Goldsmith, comme, Smith, et cetera. Voilà, c'est comment il s'appelle? Morricone, et voilà. Moi, j'adore Mmh. ça, j'adore les mecs qui me font D'accord partir. et je sais que c'est difficile de poser cette question à un chanteur, mais
j'y vais. Ta chanson Mhm. préférée? Ouais. C'est juste, je sais pas en fait. OK, J'ai 3 alors. 3 chansons préférées? Ouais. Bah, après moi, c'est les sorties bah, après c'est les chansons préférées pas forcément, mais les chansons qui m'ont marqué ma vie, c'est le SOS, puisque c'est la première chanson que j'ai chantée dans ma vie, qui revient, et qui en ce moment on est en plein dedans, et qui est une chanson qui m'accompagnait toute ma vie quoi, en fait. Encore maintenant en Asie, c'est un des titres que je chante, hein, de manière, d'ailleurs au point l'anecdote est drôle, c'est que j'étais avec Pelletier à l'époque en Russie, à Moscou, on chantait ensemble, il était derrière le rideau et je chante le SOS sur scène et lui il est derrière. Je dis: «Oh purée, il y a Ah Pelletier ouais. qui a fait ma version». Donc je vais le voir, je lui dis: «Écoute, ça m'a vraiment gêné que tu sois derrière et que tu entendes ma version». Il m'a dit: «T'inquiète, c'est super beau là, tu as fait vraiment ton truc avec raison, c'est ton truc, ton style, moi j'ai le mien, tu le tien, c'est super». Voilà, c'est un mec sublime. En plus d'être un super artiste, c'est un mec super. Voilà. Alors, pareil, Gethsemane, c'est le morceau que j'ai passé quasiment dans toutes les auditions à Paris pour les rôles que j'ai interprétés. Et je me rappelle sur Zorro, justement, il y avait toute l'équipe, le mec était très excité par ça. Il est parti sur le piano, il a commencé à jouer avec moi, et on a fait carrément un bœuf sur Jesus Christ Superstar avant d'être pris pour le rôle aussi, donc c'était quand même un moment très fort. Donc ça, c'est deux titres qui ont marqué ma vie. Et après, les chansons, non, je saurais pas te dire. Ouais, c'est déjà très bien, elles sont déjà hyper symboliques les 2 chansons, que tu as données. Voilà. Mais je les OK. écouterai pas en boucle. C'est des morceaux qui sont forts pour moi. OK et justement comme, tu parlais au début de l'interview de tes projets solo, avec quel artiste tu aimerais collaborer? Euh, Ouais, hein, celle-là est dure aussi. parce que déjà, j'ai eu la chance de bosser quasiment avec tous les gens avec qui je voulais travailler, vraiment. Si, c'est après, si j'avais envie de bifurquer parce que plus on vieillit, plus parfois la voix suit moins. Par contre, dans le jeu d'acteur, on peut aller plus loin. Ce serait de travailler avec des super acteurs ou des grands réalisateurs. Tu vois, moi, j'adore Al Pacino, par exemple. Al Pacino, ne serait-ce qu'un jour donner une réplique, genre, voici votre café, monsieur, tu vois, Qui est très je serais très utile. dans une scène, tu vois. Oui, voilà, tourner pour des mecs comme ça, ce serait sublime. Après, c'est peut-être présomptueux, mais voilà, un Ah bah non, Tarantino. c'était aussi présomptueux à l'époque, toi tu venais pas de ce de ce du milieu, du chant, Oui, de la télé, tout ça et tu as eu des rêves et tu les as c'est vrai. poursuivis, tu vois? Alors, tu sais que c'est parce que quand j'ai passé des castings de Nancy à l'époque, à Paris c'était à l'Opéra Comique, je me rappelle, devant Alfredo Arias, il m'a dit plus tard, il m'a dit: «Écoute, je savais pas ce que tu foutais là. Tu un petit provincial qui arrivait là, qui était pas du tout au courant de comment ça marchait. Tu étais à côté de la plaque. En plus, je savais que tu parlais pas italien». Et je me suis dit: «Qu'est-ce qu'il fout là, quoi?» Et ben, il a eu envie de donner la chance à ce petit mec finalement de se faire, son parcours et un nom dans ce métier. Et maintenant voilà, je continue de travailler, tu vois, après depuis 30 ans. Grâce à lui, il a donné la chance à, tu vois? Mmh. Et quelque part, voilà. Ah si, tu sais quoi? Je repense à une chanson qui me vient là. Il y a une chanson qui est très symbolique aussi pour moi. C'est une chanson à l'époque, quand le fameux drame que j'ai eu avec mes enfants, tu vois? J'avais, une petite jumelle qui est partie et son frère jumeau qui était, entre la vie et le trépas. Mmh. Et à l'époque, je savais pas quoi faire, moi, en tant qu'artiste. Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider? En tout cas, pour le motiver. Et je me rappelle que j'avais fait une version avec Jean-Félix Lalanne, qui a été gentiment, qui a accepté de jouer, sur le titre, et Daniel Glay au piano. Une version de, Bringing Home, des Misérables, Mmh. comme un homme, et où ça dit clairement: «Ramène-le à la maison», quoi. Et cette chanson, je l'ai interprétée, je l'ai enregistrée. On a fait une vidéo avec Yann Dufas qui a fait la vidéo pour me pour essayer de booster un peu l'énergie qu'il y avait autour, en disant: «C'est un Dieu, voilà, fais-le revenir à la maison». Et cette Mmh. chanson, du coup, symboliquement, a permis de il est revenu. Il est revenu, je me suis dit: «Qu c'est la seule petite pierre que je peux faire, moi, en tant qu'artiste, dans un moment comme ça dramatique, Mmh. c'est, donner des énergies». Et ça fait partie aussi de notre métier. Des fois, on peut, sans le savoir, on peut aider des gens, aider des gens qui sont vraiment bas, qui sont dans des ou en spectacle, et qui ressortent de là en se disant: «Yes, ça m'a Mmh. boosté, ça.»
et Mmh. ça représente à ma vie, quoi, donc voilà. Ah bien sûr, même toi, tu as des chansons, des films qui t'ont reboosté, des spectacles que tu es allé Oui, voir, ça t'a complètement, touché. Mmh. bien sûr, bien sûr. Mais Ah c'est oui, pour ça, c'est quelque chose de très important, bien sûr. OK, OK, très bien. Bah, merci pour, cette année cette histoire, touchante. Je savais pas parce que nous on se connaît depuis, un petit moment, mais on n'a jamais, vraiment pris le temps de parler Bah, de tout ça. bon, déjà, je suis assez casanier. Moi, je suis pas quelqu'un qui raconte ma vie, donc c'est vrai que C'est c'est vrai. enfin, sur un en coulisses: «Hé Ouais. les gars, vous savez, je viens vraiment d'en chier à ma race avec, Ah bah, oui. Non, mais non, c'est sûr. non, Non, des parce choses que assez en oui. réalité moi j'ai eu la chance de travailler, quelques fois avec toi. 2 Bah, fois en fait. Ouais, ouais. ouais, Et c'est vrai que tu es, le 1er à faire des blagues, tu arrives avec ta bonne humeur, tu es, ouais, bah, et puis on sait que tout ça, enfin toutes les personnes solaires et tout, il y a, souvent, une histoire, même plusieurs histoires, en dessous de ce masque qui sauve quand même, hein, qui sauve la face, ouais, ouais, ouais. et Bah, après, et en même temps, c'est ce qui fait que tu es aussi habité en tant qu'artiste parce que tu as vécu des choses, tu peux, puiser dans ta propre histoire. Donc ça c'est c'est toujours pareil. Après, c'est à contre des fois, c'est contre-productif. Je j'ai pas pu passer, par exemple, un casting avec Devatia pendant des années, pendant 10 ans. Parce qu'ils considéraient à l'époque que j'étais plutôt quelqu'un de quand tu vois ma gueule, tu vois, d'assez lisse, assez, un bloc, machin, il y a pas de failles, il y a pas de choses qui sont, il y a pas de douleur interne, il y a pas de monde, enfin. Et un jour, on se croise et finalement, je joue Salieri en Asie, sur le Mozart l'Opéra Rock et on se rencontre. Et là, il me dit, «Waouh, je suis étonné parce que je pensais pas que tu aurais pu rendre ce personnage qui est très tourmenté, de cette manière-là». Et je lui dis: «Mais tu sais, moi, je suis au service d'eux, je suis au service d'un rôle, c'est-à-dire que mon but n'est pas je préfère au départ être complètement, voilà, lisse, si tu veux, entre guillemets, sans être péjoratif et après, remplir, en fait, les cases du mmh. personnage que j'ai et ne pas arriver avec, c'est très français ça d'arriver avec une personnalité et qu'après on va dire que le personnage devient ce que tu es, en fait. Moi, je Oui, préfère oui. vraiment me transformer, prendre du poids, prendre les cheveux, transformer ma gueule, transformer ma voix, et cetera, au Mmh. service du personnage. Et quand tu lui expliquais, ce que j'ai vécu, entre mon enfance et malheureusement ces drames de famille, par rapport à mes enfants, il a dit: «Mais j'aurais jamais imaginé, quoi», donc Mmh. désolé, très désolé, et on a eu une belle discussion à ce sujet-là. Et c'est vrai quelque part, tu vois, il faut jamais juger sur la couverture, comme on dit. C'est-à-dire que Mmh. personnellement, moi, je suis quelqu'un qui préfère regarder les actes d'une personne, Mmh. plutôt que de juger sur son aspect ou même ses mots, parce que les mots peuvent, Mmh. aussi ne pas forcément dire les choses réelles. Mmh. Et c'est ça, en effet, alors je joue pas un rôle, hein, c'est vrai que quelque part, tous ces «drames» entre guillemets ont fait que la vie, tu la prends d'une autre manière. Tu la prends de manière beaucoup plus, positive malgré tout, justement en disant: «Bah, on fait attention à des conneries et on se pourrit la vie pour des conneries et il vaut mieux aller à l'essentiel Mmh. et apporter la joie, autour de soi parce que sinon, Ah bah oui. Et quand il bah, non. t'arrive des drames, assez tôt, ou encore, récemment, bah, tu connais encore plus la valeur de la vie, donc tu t'attardes moins sur des détails, C'est ça, absolus, quoi. tu passes, il y a des trucs Mmh. que tu vas surtout à l'essentiel, tu vois? Les gens qui m'entourent, par exemple, sont des gens que je qualifierais de nature, de vrais, dans le sens où, même s'ils disent: «Je t'emmerde», au moins ils te le disent, tu vois? Mmh. Tu as beaucoup de gens, notamment dans ce métier, mais pas que dans ce métier, des flagorneurs, comme on dit, tu vois? Qui te font des salam-aleiks, qui te disent: «C'est sublime» et puis tu sais que derrière ça piaille. Mmh. Il y en a donc tu vois, il vaut mieux avoir un petit cercle de gens qui sont vrais, purs, et qui te disent ce qu'ils pensent, même si c'est pour te dire: «Je t'emmerde», qu'une bande de courtisans Mmh. qui secondent ce qu'ils disent, quoi, tu vois? Ouais, ouais, bien sûr. Non, mais c'est aussi important ça parce qu'en tant qu'artiste, tu as besoin d'avoir un environnement assez sain parce que,
c'est difficile de vivre ces, ascenseurs émotionnels selon les rôles, en plus de ce qui se passe dans la vie. Si en plus on est entouré par des personnes mal intentionnées ou négatives malgré elles, c'est compliqué parce que tu en tant qu'artiste, il y a d'autres personnes qui sont pas artistes qui sont, sensibles aussi, mais je veux dire, c'est un peu, la qualité première d'un artiste, c'est d'être sensible pour pouvoir transmettre des émotions et ce sont ces personnes qui vont éponger ce qui se passe Ouais, autour. Mmh. c'est des l'hypersensibilité est un plus pour en effet, s'imprégner d'un rôle ou d'un mais parfois est une croix parce que tu prends tout comme une éponge, Mmh. Mmh. positif ou négatif. Il faut être prêt justement aux critiques. C'est-à-dire que moi, il y a une chose que j'ai appris avec le temps, c'est d'être complètement, hermétique, à ce qu'on pense de moi. Je m'en fous complètement et ça permet d'avancer et de ne pas agir selon ce que les autres veulent, mais ce que toi tu veux réellement, en fait. Mmh. Donc tu as pas besoin de plaire, tu as pas besoin de ni flatter ni plaire et quelque part Mmh. c'est une liberté, tu vois? Mais et surtout comme tu dis dans ce milieu, mais dans la vie dans le monde en général, les gens toxiques, te repèrent et essaient Mmh. de prendre toute ton énergie, tout ton jus, il faut réussir à se blinder Mmh. contre ça. Justement, quand tu vas être bien, dans ta vie personnelle et artistique, tu vas dégager plus de lumière et ce sont ces personnes-là qui vont se Se nourrir. greffer Ouais. oui, ouais, ouais, non, c'est pas évident, c'est pas évident. Mmh. Faut savoir s'entourer, il faut trouver les bonnes personnes et repérer les personnes qui sont dans le même registre, tu vois? Parce que c'est pas évident. Mmh. Tu es beaucoup à voir malheureusement. Ouais, ce sont des alé des énergies qui s'alignent, quoi. Oui, Mmh. oui, mais encore une fois, il faut une expérience. L'expérience te permet de les repérer, en fait, de repérer les gens qui vont, parce que les gens souvent qui sont comme ça sont assez, dans leur coin, tu vois? Ils ont peur de se faire toucher, d'être blessés par l'extérieur, donc ils ont un peu tendance à se protéger et à ne plus aller vers les autres. Donc c'est Mmh. vrai que il faut au contraire dire: «Non, non, Mmh. pas que toi, il y a d'autres personnes qui sont aussi dans la positivité». Voilà. Ouais, ouais, bah, ça après ça fait partie la positivité, ça fait aussi partie du mindset que tu dois avoir en tant qu'artiste aussi parce que tu te nourris de tes expériences, tu te nourris de ce qu'il y a autour de toi pour pouvoir Mmh, le bien donner sûr, sur scène, ou derrière la caméra, quoi. Mmh. bien sûr, bien sûr, bien Mmh. sûr. Ah bah, tu vraiment une éponge. Un artiste, c'est vraiment une éponge. Tu prends tout et tu retranscris ensuite. Réussir à le traduire de manière, artistique, que ça passe aussi par la composition, Mmh. par les couleurs, par les mêmes réussir à prendre les énergies, à le représenter, à l'expliquer Mmh. de manière naturelle, Mmh. avec des simples ou des, voilà. Ouais, c'est OK. excitant. Et alors, là, on va arriver à la fin de l'interview. Ouais, Est-ce que tu peux, nous dire, sur, quel projet tu es, actuellement? Où est-ce qu'on peut te voir et où est-ce qu'on peut alors, t'entendre? je suis souvent à l'étranger, je suis plus beaucoup en France. Là, je viens de terminer une tournée de Notre-Dame de Paris dans le rôle de Frollo. Je, je viens de faire aussi, Napoléon en version, concert symphonique, qui est un spectacle en fait qui a été créé pour les 200 ans de la mort de Napoléon, hem et qui retrace un peu son parcours, on vient de le faire à Séoul, en Corée, et donc ça va se monter, en version musicale, dont notamment peut-être, je dis bien peut-être, une présentation à Paris et ensuite une tournée, dans le monde, quoi. Donc ça, c'est les 2 projets, essentiels, puisque l'année prochaine, c'est aussi les 25 ans de Notre-Dame de Paris. Je sais pas si j'en serai, mais en tout cas, ça revient et après voilà, tu sais, j'ai 6 spectacles qui tournent là-bas en Asie, qui tournaient avant le Covid et donc l'année prochaine, c'est peut-être le départ le renouveau, entre Mozart, entre Don Juan, Mmh. entre Le D'accord. Rouge et le tout ça. On sait pas, on attend de voir ce qui va se passer. Et en ce qui concerne, tes albums ou est-ce que tu en as Alors, un en route? perso oui, là je travaille sur l'album de Chiara Di Bari Mmh mh. qui un album, l'année prochaine, en début d'année et moi je vais faire mon nouveau album. C'est drôle de dire ça parce que je me sens tellement pas à la base un chanteur, de solo qui fait des albums mais bon, là-bas l'opportunité, m'en est donnée. Donc on est en train de travailler avec Christophe Houssin, qui est un sublime, compositeur, avec qui je travaille depuis plusieurs années maintenant. Et on est en train de finaliser un nouvel album avec une grande partie des titres en chinois Oh! et
Et voilà, et donc là, on est en train de préparer cet objet pour une future tournée, en Asie. Ah oui, donc tu vas chanter en chinois et quelques titres en français, j'imagine? J'adore j'adore chanter dans les langues étrangères, en chinois, en japonais, en coréen, en italien et un peu en russe, mais le russe, c'est très compliqué. Là, c'est pour moi, c'est le plus difficile de tous. C'est marrant parce que tu as eu, à chanter dans plein de langues différentes, alors que, toutes ces langues n'ont rien à voir avec tes origines finalement. Alors moi, mon père est hongrois, ma mère est française, mais après, je crois on est, musiciens, donc quelque part, c'est de la musique, hein, tout la langue les langues étrangères, c'est de la musique, surtout quand tu les chantes. Parler, c'est plus compliqué, Mmh. mais chanter, voilà, c'est des sonorités, Oui. tu vas savoir où se posent les sons à l'intérieur de toi. Mmh. Heu, Notamment tout ce qui est chinois, c'est très guttural, c'est très c'est intériorisé, Oui. mais ça fait Ouais. partie En fait, ce du sont des syllabes sur des notes. C'est de la phonétique, en rythme. oui, oui, c'est ça, tu dois c'est de la musique, c'est vraiment, Ouais, mais c'est après, voilà, tu as des artifices comme les R ouais. roulés ou les Mmh. R intérieurs pour à la française, ou la Ouais. crotte Mmh. espagnole. Voilà, on apprend à utiliser cet instrument, qui est la voix Mmh. et puis Non, mais ça doit être intéressant de chanter dans des langues aussi, différentes parce que ça te permet d'utiliser des de faire résonner différemment ton son, donc oui, d'explorer un peu, ta caisse de résonance là, qui est tout ça et de placer ta voix différemment, et même tes muscles, ça doit leur faire du bien parce que tu les sollicites différemment selon les langues, selon les bien sûr, styles. Mmh. complètement. Mais tu sais, quand je parlais tout à l'heure d'être parti un peu partout pour aller apprendre, les techniques, des gens qui les maîtrisaient, c'est ça aussi. C'est-à-dire que, après moi, c'est ma vision des choses. Il y en a qui s'en foutent et qui restent sur, des choses très simples, très basiques. Moi, j'adore, voilà, explorer des choses, tu vois? Donc quand tu vas travailler un peu le falsetto ou comment dire? Tout ce qui est, en rock là, le fry, tout tourne autour du fry, donc la saturation, le Mmh. belting, des choses qu'on n'est pas habitué à faire, surtout en Mmh. France, c'est pas des qu'on forcément utilisées ici. Mais quand tu vas explorer ça, toi, tu mets ton corps à l'épreuve d'une nouvelle façon de l'explorer, d'utiliser les muscles, Mmh. de Ouais, faire résonner. Après tu fais un mix de tout ça, quoi. bah, ouais. Non, mais c'est bien, tu as toujours, cette curiosité, qui est là, pour, toujours apprendre, un peu plus, voilà. L'essentiel. Ouais, mais je veux dire, vocalement, culturellement, enfin tu te nourris quoi, voilà. Oui. C'est Pour moi, c'est important. Mmh. tu sais, moi quand je donne des cours ou des masterclass, je dis: «C'est quoi votre but, en fait?» Et tu beaucoup de gens, surtout maintenant, disent: «Je veux être connu, je veux être une star, je veux, qu'on parle de moi», et cetera, comme disait la chanson. Mais après voilà, c'est chacun son truc. Moi, je sais que personnellement, ce qui m'a excité dans ce métier, c'est vraiment l'exploration personnelle. C'est-à-dire que plus l'épanouissement de ses propres, encore une fois, d'aller chercher ses limites et d'aller explorer des choses que tu aurais pas forcément eu l'idée de faire, Mmh. heu, voilà, donc voilà, plus j'avance dans mon truc à moi, dans mon exploration intérieure, plus je m'éclate, quoi. Ouais. Et toute notoriété, j'en ai si elle vient, tant mieux, si elle vient pas, je m'en bats les donc et D'accord. Oui. ça libère. C'est partie du truc, tu n'as pas besoin de faire plaisir aux gens, tu as pas besoin comment dire? De plaire. Tu fais ce que tu veux faire toi, avec ta personnalité et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bon, voilà. Moi, la chance que j'ai, c'est que pour l'instant, en tout cas, Mmh. j'ai un public qui en demande et qui en reveut, qui en redemande, Mmh. qui en veulent. J'y vais. Et c'est vrai que c'est plutôt à l'étranger. C'est à l'étranger que ça répond mieux, qu'en France. Donc je suis plus souvent ailleurs, par Mons et par Vaux. Ouais. Ouais, ouais, mais en même temps, on sait que la France, fait rêver, enfin, de toute façon, voilà, on a les cheveux bouclés, on veut les cheveux raides, Oui, oui. Oui, voilà, oui, c'est puis un exotisme à la française qui est là, voilà. qui est à l'étranger. Moi, je pense que le plus que j'ai, c'est que je chante les 2, tu vois? Je chante, des comédies musicales à la française, et un peu à l'anglo-saxonne. Donc du coup, le fait d'avoir les 2 font qu'ils ont à la fois un système de référence, de quelque chose qu'ils connaissent, un placement Mmh. vocal et en même temps l'exotisme, à la Mmh. française qui sera Donc finalement, toi, tu es l'exotique, en Asie et puis, moi, je suis l'exotique en mais France. oui! Et voilà, il y a.
bien, vas-y, voilà. Eh oui. Ah bah non, moi je vais me fondre dans la masse après. On se fond là où on veut, mais après, en tout cas, non, bah, toi, c'est pareil. Toi, moi, je t'ai connu ta première expérience, ta première au Casino de Paris. On était ensemble sur Babel. C'était la première, non, il me semble, je crois. J'avais fait, Michel Fugain, aux Folies Bergères, avant, mais 1 an avant, je crois. Mais Ah, c'est mais en premier c'était rôle, je veux dire. ah oui, Le oui, premier, oui, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. c'est vraiment le grand rôle. Voilà. Et C'est de là qu'est né mon surnom Chouchouilla, hein, de c'est ta là, part. ton nom, je sais plus comment c'était, moi, ça ressemblait à ça, donc c'était pas loin. Et après, bah voilà, après Priscilla Folie Désert, où là, c'était un autre genre. J'ai Mais, grandi. ouais. Et encore Casino de Paris, t'étais Ah rodé au oui. Tu m'as vu grandir un petit peu, en fait. Tu m'as vu moi, tu vu comme j'étais timide au tout début, j'osais parler à personne, et moi, ah ouais. moi sur Priscilla, je pense que. Mais non, mais j'observais, je me suis dit: «Waouh, tous ces chanteurs, waouh, on va jouer au casino». C'est une belle Mais équipe, de Volder qui avait créé ce truc-là. Mais c'est vrai que c'était un très bel écrin pour toi. C'était une première, mmh, une belle façon de vraiment, mmh, après Michel Fugain évidemment, mmh. mais dans ce domaine quoi. Mais, puis 2007, l'époque ouais. 2007, ouais. 2007, c'était juste après, du marché du disque, donc c'était encore une époque, Mais glorieuse et dorée. il y a 15 ans, ça fait 15 ans qu'on s'est rencontrés, Laurent. Bim! Les vieux amis, amis. Et oui, bah, j'étais déjà vieux à l'époque. Oh, bien sûr. Pour moi, vous On est dans étiez, tous grands parce que je me voyais vraiment comme, la petite fille qui vient d'arriver, quoi. mais parce qu'on était grands en fait, 1 m Ouais, 83, voilà, c'est ça. c'était Ah bah, après ça n'a pas changé ça, j'ai pas pas grandi. grandi, entre-temps. J'ai mangé de la On est soupe, tous mais ce n'est non, qu'un mensonge. non, non, Alors j'ai une dernière question, oui. Laurent, si tu veux bien. J'aimerais savoir, si tu avais un conseil à donner aux personnes qui aimeraient commencer le chant, quel serait ce conseil? Bah, en fait, c'est un peu un mix de tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'il faut savoir isoler pourquoi tu le fais, en fait. Quel est ton but? C'est-à-dire que si c'est pour prendre du plaisir et s'épanouir soi-même et avancer soi-même, Mmh mh. ça peut être positif parce que finalement, c'est une manière aussi de se grandir soi-même dans sa propre vie. Si Mmh. c'est pour devenir célèbre, connu, et juste qu'on parle de soi, c'est plus compliqué parce que tu vas être confronté à des désillusions qui vont être plus nombreuses que des réussites, même si ça n'empêche pas que ça peut arriver, évidemment. Mmh. Mais si tu fais ça en étant vraiment dans un esprit de travail, d'évolution personnelle, Mmh. peut-être cliché ce que je dis, c'est important, et que tu te sens bien en avançant, en étant fier de toi et pas attendre que les autres le soient de toi, c'est surtout Mmh mh. ça. Donc finalement, ça veut dire juste une chose, ne te vois pas à travers les yeux des autres. Ce qui est quand tu es un artiste, puis que tu es sur scène, mais surtout ne te juge pas toi-même à travers les autres. Mmh. Juste toi-même. Et ça te permettra justement d'être toujours dans une Mmh. direction et d'être assez, Mmh. serein, on va dire. Mmh. Parce Et que les pour autres non, ça hein? et pour ça, i c'est quand même mieux d'être entouré de personnes qui te permettent, d'être qui tu es et non, de Oui, te façonner pour plaire au à un certain public. bien sûr. Et puis surtout, mais attention parce que les gens qui t'entourent, on a les 2. On a ceux qui vont te casser volontairement par Mmh mh. jalousie ou pour raison, mais tu as aussi ceux qui vont te dire que tu es sublime, tu es une star, alors que notamment on pense à la famille, bien sûr, mais qui sont pas forcément non plus objectifs. Donc il Ouais. faut trouver le milieu. C'est pour ça que je dis, se juger soi-même par rapport à ses propres, qualités et son Mmh. propre évolution, parce que tu seras jamais vraiment, déçu parce que tu auras toujours l'envie d'aller plus loin alors que les autres ont des attentes, Mmh. heu et c'est plus compliqué, tu vois? Ne bosse pas pour les autres, fais-le pour toi Ouais. et plaisir. Partage du plaisir en tout cas avec tout le monde, mais jamais, 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 jamais n'avance et ne sois sensible au jugement des autres. Ça, c'est Mmh. faut pas. Ouais, et en termes de travail et d'évolution, par rapport à la voix, est-ce que tu leur conseilles d'être accompagnés, par des professionnels ou d'apprendre, en autodidacte? Parce il existe plein de formations en ligne, en ce Ouais, moment, donc et quelle est il d'après faut toi la méthode qui
il faut faire de la recherche, enfin, moi, la recherche que j'ai faite moi à l'époque, Mmh. il y avait beaucoup moins de moyens que maintenant, il y avait pas internet, tu vois? Hem, il faut vraiment, savoir qui on a en face, parce que alors c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais tu as beaucoup de gens, par exemple, qui donnent des cours maintenant, qui n'ont jamais été sur scène. C'est des gens qui ont Ah eux-mêmes oui. eu des pris de cours, Mmh. donc qui ont certaines théories, qui ont fait quelques petites scènes, bon, comme ça, mais par contre qui n'ont pas été vraiment dans l'expérience, intensive, et ces gens-là donnent des cours aussi parce qu'il faut bien gagner de l'argent et vivre comme on peut, mais parfois, n'ont pas forcément les Outils. bons outils, voilà, pour le transmettre. Moi, je considère que tu deviens bon dans la transmission quand tu as à la fois la théorie et la pratique. C'est que c'est en l'exerçant réellement que tu peux donner après à celui qui va te suivre, des bons conseils. Donc savoir qui est en face, quelle est l'expérience de la personne, et ce qu'elle peut t'apporter dans quel domaine, tu vois? Donc oui, il faut faire un travail. Il faut pas juste dire: «Ah oui, c'est bon, le prix, il me va, donc j'y vais». Parce que malheureusement, Mmh. tu peux même tomber sur des gens qui vont mal te diriger, et qui risquent même d'abîmer ton instrument. Et oui. Heu, donc voilà, il faut vraiment, savoir faire la part des choses, poser des questions, voir qui a eu qui en cours. Il y a aussi des profs qui sont super pour l'un Mmh. et qui pour l'autre. Voilà, Donc faut tu faire ça. voudrais, donc en gros, tu pour conseiller aux personnes qui aimeraient, débuter en chant, ou même en faire une carrière, de, de se renseigner sur les personnes qui pourraient leur transmettre, Déjà, ce domaine, cet art? Ouais, ouais. explorer, c'est-à-dire que tu sais, il faut prendre, voilà, dans chaque truc, tu prends ce qui te plaît, ce qui marche et ce qui marche pas. Mmh. Je crois que ta propre, expérience viendra de ce mélange. Mmh. Heu, Pas être copie conforme à quelqu'un, qui en plus ne te correspond pas forcément, parce qu'on est tous différents, mais Mmh. faire ton truc, ton Mmh. melting, et c'est comme ça, c'est souvent ces gens-là qui au départ sont pas compris, mais qui Mmh. à l'arrivée font avancer les choses, Mmh. parce que c'est arrivé avec quelque chose de nouveau, quelque chose de plus personnel. Explorer, OK. au max, être curieux, Explorer au max. C'est, voilà. ce sera le mot de la fin. Écoute, Voilà! voilà! Bah, je te remercie Laurent, vraiment, c'était, ça m'a fait plaisir de te parler, ça faisait longtemps Aussi, et merci d'avoir partagé, ton histoire, tes expériences, avec heu, plaisir. c'était très enrichissant et c'est vrai qu'il faut, toujours s'enrichir, se nourrir de ce qu'on voit, de ce qu'on vit, d'ici, d'ailleurs, pour grandir, humainement, Et artistiquement. Mmh. être curieux et jamais se dire: «Ça y est, c'est bon, là je sais tout, j'ai plus besoin d'apprendre». Tu apprends toujours, hein. Même un mec comme Dustin Hoffman, tu vois? Encore maintenant, alors qu'il a eu, des Oscars, des machins, tout ce que tu veux, il dit: Je suis toujours pas sûr de moi. Il y a des Mmh. choses que je ne sais pas». Donc ça, c'est important. Mmh. De toujours jamais être sûr de soi à 1000, mais Mmh. toujours rechercher des choses nouvelles. Ouais et de s'entourer, de bonnes personnes qui puissent, qui peuvent nous guider, nous apprendre des choses et nous tirer vers le haut. Exactement, exactement. Mais ça, tu les repères, hein. En général, c'est ceux qui te tirent vers le haut qui sont plutôt les bons. Ah, évidemment, quand ils ont des bons arguments, parce que c'est pour dire: «Tu es une star», hein, ça veut Oui, rien dire. non, quand c'est Mais les gens fondé, ouais. Mmh. les gens qui te poussent toujours un peu vers le bas en disant: «Ouais, tu comprends». C'est un peu Mmh. compliqué des fois. Ouais. En plus, Non, il c'est pas faut vrai. juste, les identifier et puis mettre une petite distance et avancer. Voilà, ne pas stagner. Mmh. Et Bah, merci beaucoup Laurent. Je vais, mettre, ton compte Instagram, dans la petite description, de notre interview, sur Voca Musique. yeah, Merci, c'était un honneur de t'avoir, en pour première moi. invitée et moi je débute aussi en tant que, Et ouais, intervieweuse. je te vois à chaque fois dans tes débuts, dis donc. Eh, tu vu ça? Ouais, Et ouais, comme ouais, quoi on n'a jamais, fini de commencer quelque ouais. chose. Je suis le parrain des débuts, voilà. Ouais, c'est Ça ça. fait Tu assistes à voilà. mes premiers pas à chaque fois. Le premier pas, ta da 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 da. Le Et premier ben écoute, pas. plaisir, je suis honoré, et on se voit donc dans 2 jours. On se voit dans 2 jours, pour un spectacle. Ouais, OK. voilà. Bon, bah, écoute, prends soin de toi. Oui, Merci encore et à très bientôt. yes, ça Allez, marche. allez, bye Ciao. bye, salut, ciao.
J'espère que cette interview t'a plu. Tu pourras retrouver Laurent sur son Insta. Si toi aussi tu veux apprendre à chanter comme lui, tu peux retrouver toutes les bases techniques essentielles dans mon e-book totalement gratuit qu'on a écrit avec toute l'équipe de Voca Music. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous soutenir en t'abonnant et en laissant un petit pouce bleu. Prends soin de toi et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!